Maghreb Orient Express, soyez les bienvenus avec nous sur le plateau de MOE sur TV5 Monde. Myriam El Haj, bienvenue à vous. Vous êtes réalisatrice. Votre film a pour titre Journal intime du Liban. C'est actuellement dans les salles en France. Pour le cinéma, Arthur Saradin, bienvenue. Vous êtes journaliste. Vous avez été l'un des premiers à vous rendre en Syrie il y a près d'un an après la chute de Bachar el-Assad le 8 décembre 2024. Votre livre Le nom des ombres est publié aux éditions du Seuil. L'écrivain Rachid Benzine, bienvenue. Votre nouveau roman, L'homme qui lisait des livres, est publié aux éditions Julliard. Il est traduit en 16 langues. On commence avec vous, la littérature. L'histoire se déroule à Gaza, entre les ruines fumantes et les pages jaunies de livres. Il y a un vieil homme qui attend. Il attend quoi, ce libraire palestinien ? Il attend les lecteurs et il attend la possibilité d'une rencontre, d'une discussion autour des romans. Parmi les ruines, parmi les bombes, un homme qui tente de résister par la littérature. Ouais, un homme qui tente de résister par la littérature. Alors il y a Julien, qui est photographe français, qui s'apprête à le photographier. Ce libraire s'appelle Nabil. Il y a un préambule pour le libraire avant d'être photographié, c'est quoi ? Le préambule, c'est nous avons ce journaliste photographe qui est là pour saisir des clichés que la rédaction attend. Et parmi les ruines, il voit cet homme, cette sérénité, il a envie de prendre cette photo. Et il lui demande pas son consentement. Et l'autre, il lui dit, mais vous pensez pas que derrière tout regard, il y a d'abord une histoire. Il l'invite d'abord à raconter et à écouter son histoire. Et je voulais aborder le rapport de notre monde, le rapport de l'immédiateté, de la spontanéité par l'image et le récit de ce Palestinien qui va se déployer et dont le journaliste va être le dépositaire de cette mémoire. Et même moi, je les attends, tous mes lecteurs, imaginaires ou réels, qu'importe, je ne suis pas seul. Les mots des livres déchirent tous les silences. Ils s'imposent à vous, le lecteur est un prisonnier consentant, attaché à l'illusion que chaque page tournée le libérera. Alors, il lui raconte son passé, cet homme, ce libraire palestinien. Quel est ce passé ? Il passe notamment par les prisons. Oui, c'est un passé qui est tragique puisqu'il naît le 1er janvier 1948. Il le dit ici, nous en tant que Palestiniens, nous sommes tous nés en 1948. Donc il va raconter la Nakba, cette grande catastrophe, les déplacements dans les camps, je dirais la question de la violence, la question aussi de la prison, mais aussi les amours, les études, ce qui fait tout simplement une vie que l'on pourrait peut-être appeler, entre guillemets, ordinaire dans ce champ de ruines. Et c'est vraiment un hymne à la littérature, aux livres, comme si en fait les livres, c'était le meilleur vecteur d'une révolution, d'une révolte, d'un cri. Oui, et il s'agit de la question de la déshumanisation. C'est comment ne pas être déshumanisé par celui qui vous déshumanise. Et donc, lui, il va tenter de résister par les livres, par les mots, par l'histoire, par la mémoire. Et donc, chaque chapitre de ces livres-là s'ouvre en écho avec une œuvre de la littérature mondiale. Et donc, il y a Mahmoud Darwish, il y a aussi Hamlet. Et c'est vrai que cette question de être ou ne pas être, telle est la question telle que nous la posons en Occident, elle prend un sens existentiel en ce qui concerne le peuple palestinien, tout simplement de pouvoir exister ou non. Il y a ce poème de Mahmoud Darwish, puisque vous le citez, vous qui tenez sur les seuils, entrez et prenez avec nous le café arabe, vous pourriez vous sentir des humains comme nous, vous qui tenez sur les seuils, sortez de nos mains, sortez de nos matins et nous serons rassurés d'être comme vous, des humains. Alors c'est vrai qu'on a coutume de dire que les livres nous permettent de fuir le réel. Vous, quand on lit votre roman, on s'aperçoit, et quand on côtoie cet homme, ce libraire, c'est plutôt pour l'habiter pleinement, ce passé, quel qu'il soit. Absolument, puis de regarder le tragique en face, la question de l'horreur en face, et face à l'horreur, être capable de trouver encore des îlots de beauté et d'amour. Et c'est ça, globalement, ce que permet la littérature comme proposition d'un monde et de résister. Et on est toujours sauvé par les mots des autres, comme Nabil, qui au moment où il finit par tout perdre, finit par ouvrir une librairie pour ne pas ajouter du malheur au malheur qu'il voit déjà devant lui. Et d'ailleurs, on a parfois des images, que ce soit d'ailleurs de Gaza, du Liban dont on va parler, de n'importe quel endroit du monde qui souffre aujourd'hui au Soudan, parfois quand il y a la dévastation, la destruction, des femmes, des hommes, des enfants. On voit des enfants qui sauvent des livres avant tout. On voit des réfugiés, des migrants qui partent avec des livres. C'est vrai que ce livre, quand il y a les fracas de la guerre, il est comme un bien précieux, en fait. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce roman ? Évidemment, la tragédie en cours à Gaza et ce qui se passe depuis le 7 octobre, les attaques du Hamas, puis les bombardements massifs de l'armée israélienne. Pourquoi est-ce que vous avez voulu parler de Gaza de la sorte ?
Je ne me voyais pas parler d'autre chose que de ce qui se passait, c'est-à-dire la question de la déshumanisation et la violence. On voit globalement ce qui nous arrive, ce sont souvent des images, souvent des images qui nous viennent des drones ou les images auxquelles nous sommes confrontés sur les réseaux sociaux. Et ces images créent globalement de la déshumanisation. Avec une masse de victimes aussi, Oui, sans oui. nom, sans prénom. Oui, absolument, parce que d'un côté, les Palestiniens sont soit réduits à des victimes, soit à des terroristes, soit à des chiffres, soit à des images. Et donc, tout ce qui peut raconter ces vies intimes n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène de déshumanisation. Et je me posais la question, qu'est-ce que c'est qu'un homme bon pendant la guerre? Comment on fait pour résister face à la violence? Et parce que à Gaza se joue quelque chose qui dépasse Gaza, me semble-t-il, c'est l'hypothèque des valeurs que nous avons énoncées pendant tout le XXe siècle. Cette question des droits de l'homme, cette question du cadre, cette question de nos valeurs qui n'existent malheureusement plus et qui s'effondrent devant nous. Et si l'impact est aussi fort en France, c'est parce que ça vient dire quelque chose, ça vient réouvrir des champs que l'on pensait avoir mis complètement de côté et qui nous renvoient face à cette vérité que nous refusons de voir, qui est d'abord l'effondrement et la question de la violence, puis la question aussi de la déshumanisation qui est à l'heure, parce que globalement, les récits palestiniens sont complètement invisibilisés dans l'espace médiatique. Merci beaucoup, Rachid Mani. L'homme qui lisait des livres, un clin d'œil à Jean Giono. L'homme qui plantait des arbres. L'homme qui plantait des arbres. Et c'est chez Julliard. Et je le disais, alors une fois n'est pas coutume, l'un des invités, nos invités va nous laisser, Rachid Madine, parce que vous avez un vol pour l'Allemagne où vous allez présenter votre livre. Ça s'appelle d'ailleurs en allemand Der Buchhändler von Gaza, le libraire de Gaza. 16 langues donc, et le chinois notamment. Oui. Voilà. Vous allez faire tous les pays? Non, la Chine, pas encore prévu. Peut-être l'Allemagne déjà. L'Allemagne déjà. Les pays francophones, non? Belgique, Suisse. Oui, j'ai fait la Belgique, je vais faire le Maroc et puis j'ai fait déjà l'Italie. Et le Maroc et déjà l'Italie. Merci beaucoup, Rachid Mandi, d'être venu sur notre plateau. On poursuit avec le cinéma, Myriam El Hadj. Dans votre film, 3 habitants de Beyrouth tentent de survivre. Il y a Georges, vétéran hanté par le passé et la guerre civile dévastatrice et fratricide. Il y a Joumana, militante candidate à la députation. Il y a Perlajo, artiste engagé. On regarde la bande-annonce. قد ما يصير في حروب بهالبلد الله ما رح يتركنا كانوا يقولوا ما بقى عبالي انطر تحت يصير في عجوبة بدي غير بدي اخلص من كل هالظلم عندي حلم انه يلي عملوا الحرب ما يكونوا هن هلا اللي عم يديروا البلد. هذا في شغله ناطره انا اذا صارت رح تاخذوا مني ما اخذتوه بحياتكم. الاثنين إلنا كلنا. كل شيء صعب لانه في ناس بعدهم هون بحياتنا. ما بحس انه حنقدر نشوف تغيير بهال100 سنه اللي نحن فيها بعد. الثوار برا سواء الثوار كيف لما اجري انا تقدير كل هول بيعملوا ثورات كلها كانوا نحن الثورة الشعبية ونحن الثورة الشعبية وإن الحرب الأهلية. الحلم انه بس مين قتل لي بيي بس عم يسألني كل يوم مين قتل بابا. كنا عايشين بترومة حرب أهلية اللي نحن مش فاهمينها اليوم. ما بقى أنا بدي أحمل لهم ترومتهم هن بدهم يحملوا لي ترومة اليوم اللي عايشونا فيها اليوم واللي رح يعيشوا أولادنا فيها. هيدي سنة مصيرية. هيدي سنة يا بتصنعنا يا بتدمرنا. Voilà donc un récit donc très très fort, un journal intime du Liban. Alors Myriam El Hadj, d'abord, pourquoi avoir choisi ces 3 personnalités, ces 3 personnages qui sont libanais? On voit cette unité dans votre film, mais qui ont des parcours et des parcours bien différents. Oui, alors je pense, d'une part, c'était des rencontres humaines aussi. Ça n'a jamais été un vrai casting comme on fait en fiction. C'était beaucoup des rencontres humaines. Perlajo, par exemple, je l'avais rencontrée avant la Révolution. Elle était encore toute jeune. Elle était chez Joumana. Elle faisait partie de la jeunesse qui entourait Joumana et qui l'écoutait et qui partageait, elle aussi, sa douleur. Et quelques semaines plus tard, je l'ai vue, la Révolution a commencé et je l'ai vue dans la rue. Et là, j'ai continué à la suivre parce que j'étais déjà rentrée dans son intimité avant. Joumana, c'était aussi... En fait, le film a commencé avec Joumana et Georges.
parce que je voulais raconter en 2018 la fin, je sentais, mais je me suis un peu trompée, mais je sentais la fin d'une époque et quelque chose de nouveau, la fin d'une époque de la guerre, de ces hommes du passé pour moi, et quelque chose de nouveau, de plus frais. Il y avait une société civile qui bougeait, qui se présentait aux élections, qui voulait changer de l'intérieur. Et c'est comme ça que j'ai commencé à filmer avec Joumana, et en parallèle à filmer avec Georges, qui pour moi représente les secrets du passé, le premier jour de la guerre civile. Il le dit, je vais vous raconter un secret lorsqu'il a lui-même tiré sur un bus, c'est bien ça, un bus de Palestiniens. Oui. À l'époque, il vous raconte ceci. Joumana Haddad, qui se fait élire députée, ses partisans elles-mêmes sont persuadés de l'avoir emportée. Est-ce que vous avez eu le fin mot de l'histoire? Elle avait gagné ou pas? Si, en fait, elle avait gagné, et puis le lendemain, elle avait été éjectée par fraude, c'est-à-dire qu'ils ont recompté et qu'ils l'ont un peu éliminée. Je pense que Joumana, voilà, c'était pas prévu dans leur tête. Puis ils ont mis quelqu'un qu'on connaissait pas, et voilà. Après, elle a continué à lutter un petit moment pour reprendre sa place, mais c'était déjà fait. Capter l'âme d'un pays meurtri, c'était votre démarche, un projet au long cours, on l'a dit, commençant en 2018, mais il y a donc eu la révolte qui a commencé, la révolution, le 17 octobre 2019. Ensuite, il y a la pandémie de Covid-19 qui vient tout paralyser, la crise économique et financière. Rappelons que 80% des Libanais et des Libanaises vivent sous le seuil de pauvreté. C'était le cas en 2022. On imagine qu'aujourd'hui, 2025, ça n'a pas grandement changé. Puis ensuite, l'explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020. Ça fait 5 ans, le mois d'août dernier. Et la guerre entre l'armée israélienne et le Hezbollah. Vous avez voulu capter quoi? L'âme d'un pays qui tente de vivre, un pays empêché? Au début, c'était vraiment nos rêves de jeunes qui luttent pour un changement, et qui enfin, moi je suis l'enfant de la guerre civile, et pour moi c'était un moment que j'attendais depuis 1000 ans, le 2018-2019, cette phase-là de notre vie. Donc, l'histoire a failli basculer selon vous? L'histoire a failli basculer. Je pense qu'on était très très proches. Il y a eu des mouvements avant, en 2011, en 2015, mais 2019 a rassemblé énormément de monde. D'ailleurs, on est en octobre, donc on fête les 6 ans. Et on n'en parle plus parce qu'il y a eu tellement d'événements après. Mais c'est vrai que l'histoire, on était très proches. Arthur Sarrazin, vous êtes basé à Beyrouth. Vous avez couvert effectivement toutes les tragédies que l'on évoque ici sur ce plateau. Vous êtes d'accord, 2019, 17 octobre, quelles que soient les classes sociales, on a vu dans la rue des jeunes, des moins jeunes, pour dire à la classe politique, ça suffit, on en a marre, rendez l'argent. Il y avait ce mouvement You Sting, vous puez notamment. Ça aurait pu basculer? Oui, parce que, comme vous le disiez, c'est un mouvement qui était très nouveau dans sa forme. Il était décentralisé, pas seulement à Beyrouth, il était transgénérationnel. Il portait des questions, contrairement au mouvement contre la crise des déchets en 2015, qui touchait l'économie, les questions de la mémoire, la question du politique, de la corruption, tous les tabous du Liban. Malheureusement, il y a eu le Covid, l'explosion du port de Beyrouth, et peut-être l'incapacité, malgré la décentralisation, d'arriver à trouver un récit vraiment commun et à répondre à cette question qui était en fait au cœur des mouvements à cette époque-là. C'était qu'est-ce que c'est être libanais? Et je pense que c'est encore une question qui, quand on voit les mouvements sociaux libanais, se pose encore. Au cœur, Bien sûr. Et Georges, d'ailleurs, vous dit, qui a connu cette guerre civile et qui a été un combattant dans cette guerre civile, dit aux jeunes, mais vous voulez quoi? Vous n'avez pas de représentant, vous n'avez pas de leader. Ça, c'est une question qu'on pose souvent, y compris à travers les mouvements Gen Z aujourd'hui dans le monde, Gen Z, Gen Z. Vous n'avez pas de leader. Ça a manqué, ça, selon vous? Moi, je pense que c'était important pour nous. On sortait en fait de plusieurs années de leaders et de pères. On a des pères dans nos communautés différentes, et on en avait marre. Et c'était vraiment une vraie revendication quand on disait on ne voulait pas de leader. Après, est-ce que c'est ça ce qui a fait que ça n'a pas marché? Je pense que non. Je pense que c'est plusieurs choses. Et il y a ce témoignage très fort, on ne raconte pas tout, mais d'un homme qui a perdu son fils dans l'explosion du port et qui s'adresse en leur disant « Soyez maudits » et qui parle de Michel Aoun, d'Hassan Nasrallah, de Rafik Hariri, ici toute la classe politique, transconfessionnelle ou autre, en leur disant « Voilà ce que vous avez fait ». On voit d'ailleurs cette affiche, le gouvernement a fait ceci, cette affiche en anglais. Juste une question aussi tout de même sur les moments d'espoir et de voilà, l'artiste, elle vous dit à un moment donné, Père Ladjo, il y a une fatigue, à quoi bon? Joumana Haddad le dit, mais en fait ça change, ça fluctue, c'est ça que vous arrivez très bien à capter aussi, la fatigue, à la fois la combativité, mais aussi la fatigue. Je pense que c'est un peu notre âme, c'est-à-dire tant qu'on est vivant, on va rebondir et on va se réinventer, et
Et mon film qui a commencé avec cette lueur d'espoir, nos désirs de changement, finit par raconter des êtres humains qui se transforment, qui s'adaptent et se réinventent. Et qui demandent tout simplement à vivre dans leur pays, dans la dignité. Arthur Saradin, on va parler aussi de la Syrie, puisque vous êtes basé au Liban, mais le 8 décembre 2024, dès que vous apprenez que Bachar al-Assad va s'en aller, vous franchissez la frontière, vous allez en Syrie, un des premiers journalistes sur place, c'est le chaos. Dans ces premiers jours, première semaine de libération, vous remontez le fil d'un état carcéral. Votre livre est glaçant, on en a vu quelques images à l'époque, déjà quelques témoignages. D'abord, qu'est-ce que vous découvrez en rentrant en Syrie, débarrassé de Bachar al-Assad? Disons qu'on ne découvre rien, parce qu'en fait, on sait ce qui s'est passé en Syrie. Par exemple, un des premiers lieux où je vais, quand je vais en Syrie, c'est la prison de Sednaya, celle qui s'ouvre, la plus grande prison politique du régime Assad. Pourquoi je vais à Sednaya à ce moment-là? Parce que depuis des années, on a des rapports, on a des livres, des témoignages qui ont été écrits sur ce qui se passait à l'intérieur. Et maintenant, elle s'ouvre et on en découvre par contre l'ampleur et une dimension sensorielle qui était très difficile à décrire dans le livre. Parce que Sednaya, au-delà des récits de torture, c'est aussi une odeur. C'est des personnes qui venaient par milliers essayer de retrouver des proches, trouver des visages parmi ceux qui venaient de s'en échapper. Et en fait, on se rend compte de la dimension systémique de la question concentrationnaire, parce que toutes les villes de Syrie sont concernées par des enfers comme Sednaya. C'est pas une prison, c'est il y a une dimension, vous le dites, concentrationnaire, la torture, l'humiliation, la déshumanisation. La déshumanisation, elle commence en fait dès qu'on entre dans Sednaya ou dans ce genre de prison militaire. Parfois pour un mot écrit sur un mur. Pour un mot écrit sur un mur, pour un post Facebook, des fois pour des raisons absurdes. J'ai pu parler par exemple à des jeunes filles dont les amis avaient été enfermés parce qu'elles avaient refusé les avances d'un général. D'autres parce que sa voiture, un homme du régime faisait de l'œil à un bien qu'il possédait, il l'envoie en prison, il le récupère. La réalité de la prison, c'est que la déshumanisation commençait par le trajet. On était emmenés en prison dans ce qu'on appelait des camions à viande, des camions blancs qui servaient pour le bétail ou pour les carcasses de moutons. Et c'est dans ces camions où on ressortait mort vers les fosses communes. Vous avez un témoignage, un homme vous dit « J'ai connu un homme, un ancien camarade de lycée qui est sorti comme ça de Sednaya », raconte-t-il. Son cerveau avait été lavé, la prison l'avait grignoté, il n'était plus lui-même. Pas que des prisonniers d'ailleurs, il y a aussi, qui s'est confié à vous? Des anciens gardiens, des victimes évidemment? Des victimes évidemment, parce que le livre s'est construit surtout sur cette question des mots et de la parole. On a pu parler un peu plus tôt de la question de l'écriture, de la littérature. Moi, je me suis d'abord penché avant le livre sur la question de l'oralité, de comment on parle et pourquoi on parle, pourquoi on trouve les mots, pour dire à qui. Souvent, c'est pour ces anciens détenus raconter à leurs enfants qui ont beaucoup de questions, essayer de retrouver un sens à leur récit dans une Syrie qui a nié leur individualité avec ce système concentrationnaire. Mais bien sûr, il a aussi fallu parler ce que j'appelle les petites mains du régime, les fossoyeurs, les docteurs, les gens de l'administration, qui étaient des personnes plus ou moins conscientes de leur investissement, parfois le faisaient sous la menace, parfois on terminait. Il y a eu d'ailleurs un documentaire qui était tout aussi glaçant que votre livre, ce sont les photos qui étaient prises. Ce César, vous savez, cet homme des services de sécurité qui a quitté la Syrie, qui vit aujourd'hui dans un endroit caché dans le monde et qui a pris des photos en fait. Et on se demandait pourquoi il prend des photos en fait. C'était pour prouver à sa hiérarchie que le travail était bien effectué, que les crimes étaient bien commis. Bien sûr, parce qu'en fait, et c'est là où on rentre dans la dimension systémique de la question concentrationnaire, c'est qu'il y a une administration derrière. Il y a tout un chapitre où je l'épluche, où je vais dans ces centres de détention. Tout un rouage, Voilà, pour essayer de décortiquer des milliers de documents qui, en fait, synthétisent la vie et la mort de milliers de personnes. Et donc, au fil et au bout de cette chaîne administrative que traversaient les prisonniers, et il y a dans la mort cette dernière photo qui était celle qui était prise par les médecins légistes pour attester, souvent avec marqué en dessous crise cardiaque, d'une personne qui était souvent morte sous les coups de la torture. Avec des corps suppliciés. Le nom des ombres, sortir de l'enfer concentrationnaire syrien, c'est aux éditions du Seuil. Je signale juste votre autre actualité, un texte intitulé « Un arabe est mort », écrit à l'occasion de l'édition 2025 de l'Orient des écrivains à Beyrouth. Pendant quelques jours, comme chaque année, le quotidien francophone libanais a donné les clés de la rédaction à des écrivains francophones. Donc on peut le retrouver sur Internet chez nos confrères
confrères de Lorient Le Jour. La musique, à présent, Montréal en liesse pour Butchart. Le chef d'orchestre a fait chanter à l'unisson il y a quelques jours son public avec des grands classiques de la musique arabe et des chansons populaires. Vous allez le voir, un spectacle unique en son genre parce que ce sont les spectateurs qui chantent. C'est une sorte de karaoké géant qui a remporté un succès partout où il est passé. Reportage à Montréal de notre correspondante au Canada, Catherine François. Le spectacle de Butchart, ce dimanche soir à Montréal, affichait complet. La majorité des spectateurs étaient habillés en blanc à la demande de l'artiste. Dès qu'il entre sur scène, Butchart lance le bal. La foule entonne les chansons les unes après les autres. Les gens chantent à plein poumon, dansent, battent des mains. Une ambiance du tonnerre, un concept unique qui a germé dans l'esprit de Butchart durant la pandémie et qu'il a testé pour la première fois en juin 2022 à Paris devant 300 personnes. En sortant, en finissant le spectacle, j'ai compris qu'il y a quelque chose d'intéressant dans cette idée-là. Butchart a donc développé le concept avec son équipe et il est allé présenter ce spectacle au cours des 3 dernières années en Europe, au Maghreb, au Moyen-Orient, dans le Golfe, au Canada, avec, partout, le même succès. Avant chaque spectacle sur ses réseaux sociaux, l'artiste prépare son public en révélant les paroles des chansons qui seront jouées ce soir-là. Des chansons bien connues du répertoire arabe qu'il adapte en fonction du pays où se donne le concert. Voilà, il y a plusieurs critères. Un grand travail en amont de préparation du programme et de compréhension de la culture de chaque pays où je vais. C'est une richesse pour moi aussi, je découvre énormément de culture. Amin Butchart est né près de Casablanca, au Maroc. Il est venu en France pour faire ses études supérieures d'ingénieur et s'est installé à Paris. Son diplôme d'ingénieur en poche, ce passionné de musique est allé l'apprendre au conservatoire pour devenir chef d'orchestre, multi-instrumentiste et compositeur. Il présente d'ailleurs plusieurs de ses compositions au public qui en redemandent. C'est une sorte de thérapie, c'est un moment de thérapie où les gens viennent pour vivre une petite parenthèse de bonheur. Quand je vois les gens heureux qui sortent en 2 heures de spectacle, ça peut leur changer leur mood. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Tellement que Butchart veut poursuivre l'aventure en présentant, l'an prochain, le même concept, mais avec des chansons du répertoire francophone. Voilà pour la musique. Place maintenant à vos coups de cœur, chers invités. C'est notre séquence atmosphère. Rachid Benzine, qui était avec nous en début d'émission, a choisi le groupe nord-irlandais Kneecap, le groupe nord-irlandais qui sera en concert les 10 et 11 novembre prochains, dans quelques jours, à l'Élysée-Montmartre, à Paris. Myriam El Hadj, vous avez choisi, vous, un livre, Beyrouth, 13 avril 1975, autopsie d'une étincelle, signé Marwan Chahine. Pourquoi ce choix ? Oui, parce que Marwan, on s'est rencontrés au Liban en 2015 et on a un personnage en commun entre son livre et mon film. On l'a rencontré ensemble, c'est Georges dans le film. Et puis il y a un bout de chemin qu'on a fait ensemble comme ça dans cette investigation sur le début de la guerre. Et je trouve que c'est aujourd'hui le livre le plus complet, le plus intéressant sur la guerre civile libanaise. Et là, c'est un livre de plus que 500 pages, très intime en même temps, avec un angle très intime sur cet événement. Et il ne travaille que sur le début de cette guerre, mais en racontant une panoplie et un voyage au Liban qui est super intéressant. Voilà, donc si l'on veut mieux connaître le début de la guerre civile au Liban, 13 avril 1975, donc Beyrouth, autopsie d'une étincelle. Arthur Saradin, le film Inside Gaza, dans Gaza d'Hélène Lamtron, qui retrace le quotidien des journalistes palestiniens du bureau de l'agence France Presse à Gaza. C'est actuellement visible sur arte.tv et le 2 décembre sur la chaîne. Pourquoi ce documentaire ? Qu'est-ce qui vous a plu, si je peux poser la question ainsi ? Parce que, pareil, là, c'est un documentaire quand même
assez dur. Très dur, mais vous savez, on vit dans un moment où on entend cette petite musique qu'il n'y aurait pas de journalistes ou qu'il n'y aurait jamais eu de journalistes à Gaza. On entend sur des plateaux, sur les réseaux sociaux. Et je pense que ce documentaire, il nous rappelle que non, ils sont là. Ils se sont battus pour l'information. Ils sont encore là. Ils ont été tués par l'armée israélienne. Ils sont plus de 250. On parle d'un des plus grands massacres de journalistes de ces dernières décennies. Ce film, il raconte leur vie, leur intimité dans la guerre. Et je pense que pour ceux qui nourrissent encore un petit peu de confraternité, il est important de le regarder et de le partager. Merci beaucoup Arthur Saradin, merci beaucoup également Myriam El Hadj d'être venue sur le plateau de MOE. Merci à vous d'être fidèle à Maghreb Orient Express. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Retrouvez-nous quand vous le souhaitez sur notre plateforme TV5 Monde Plus. À la semaine prochaine, donc avec grand plaisir.